Nous avons déjà découvert cet auteur, Claude Diaz, qui est venu précédemment nous présenter son livre « Demain tu pars en France », qui était sous-titré « Du ravin bénissafien au gros caillou lyonnais », publié chez l'Harmattan, et qui racontait l'enfance en Algérie, dans l'Algérie française, et puis le départ en 62 avec les rapatriés donc d'Algérie. Et nous retrouvons Claude Diaz. Bonjour. Bonjour. Pour deux autres livres qui font suite au premier. Un qui s'appelle L'espoir des vaincus et qui est sous-titré Soldats perdus d'Abdelkader à Sète. Et ensuite un petit recueil de poèmes qui a pour titre De miel et de bigarade. Alors ces trois livres, on a parlé du premier déjà, mais les deux autres ont fait suite à cette première écriture, cette première expérience. Oui, c'est une première expérience qui m'a donné, disons, l'envie d'écrire. Et donc, j'ai publié ces deux ouvrages assez rapidement. Et vous aviez abordé le portrait de cet Abdelkader dans le premier livre, et vous aviez peut-être envie de reprendre cette histoire. Non, c'est un concours de circonstances. J'allais visiter le cimetière marin à Sète, oui. Et j'ai traversé la montée des Arabes. Et cette montée des Arabes, c'est le nom que porte une rampe qui monte, qui atteint qui arrive au cimetière marin, qui part du port de Sète, oui, et qui arrive au cimetière marin. Et lorsque j'ai vu ce nom-là, ça m'a interpellé. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que cette rampe avait été construite par des soldats d'Abdelkader après la conquête de l'Algérie. Et donc là, le sujet était tout trouvé pour faire un deuxième roman. Alors, j'ai été très, 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 très heureux de l'écrire. Donc là, il fallait quand même partir de données plus historiques. Alors, il fallait partir de données plus historiques. Alors, le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de données historiques. J'ai découvert aux archives une liste de soldats d'Abdelkader arrivant en France. Et sur cette liste, vous aviez leur profession et aussi leur date de décès. Ils sont morts à Sète. Ils sont morts à Sète. Oui. Et la liste des hommes décédés ne correspondait pas à la liste des arrivants. Elle était plus courte. Alors je me suis dit que lorsque quelqu'un est prisonnier, la première pensée, c'est de s'échapper. Et voilà, ça m'a offert le sujet, puisque je me suis dit, s'ils sont à Sète, ils vont s'échapper dans les environs, dans la Garrigue, dans le Maquis. Et c'est un milieu que je connais puisque j'étais prof d'écologie, la Garrigue, le Maquis, et je suis randonneur dans l'arrière-pays languedocien. Et voilà, donc le deuxième... Le cadre était trouvé. Et le cadre était trouvé. Oui. Voilà. Et ça permet peut-être aussi de montrer que cet épisode de l'histoire de notre région, à Sète, est-ce qu'on sait ce que signifie cette montée des Arabes ? Non, elle était appelée la montée des Bédouins. Parce que les soldats qui arrivaient de loin, donc les Bédouins du Sahara, on ne savait pas très bien d'où ça arrivait. Et ensuite, elle a été appelée la rampe des Arabes. Et on les a fait travailler là, dans des conditions très très difficiles. Et voilà, maintenant les gens passent, mais les Sétois ne connaissent pas cette histoire. Il n'y a pas de... Non, on ne connaît pas. On sait que... De panneaux qui expliquent non, pas du tout. Cet épisode. Non. Alors donc, ce sont les soldats d'Abdelkader prisonniers en Algérie et récalcitrants. À l'époque de la conquête de l'Algérie par les Français. Par les Français, donc en 1830, et on les a rapatriés en France pour leur faire des travaux forcés. Et la plupart ils sont morts sur place, et ce sont sans doute les premiers qui ont été enterrés au cimetière marin. Oui, sur place. Ouais. Alors Sète s'appelait à ce moment-là Sète, C-E-T-E. Oui. Et c'est devenu Sète orthographié comme ça l'est maintenant en 1928. Oui, en fait, ça a été appelé Sète avec un C, ensuite c'est passé à Sète avec un S, ensuite c'est revenu, etc. Ça a changé plusieurs fois de nom, oui.
Oui. Alors, on va suivre en fait un des prisonniers qui a des amis et qui n'aura qu'une idée fixe, c'est de s'évader. Voilà. Et les prisonniers, leur première idée, c'est de s'évader. Mais il n'est jamais facile de s'évader. Donc, je vais le faire évader. Et ça permet quand même de voir les conditions de travail de ces hommes et comment ils vivent cet emprisonnement, en fait. Voilà. De voir comment les hommes vivent l'emprisonnement et aussi de voir le cadre, puisque lorsqu'ils s'échappent, on retrouve un cadre de l'arrière-pays méditerranéen qui n'est pas le cadre actuel. C'était l'arrière-pays. C'est plus sauvage. Voilà, l'arrière-pays méditerranéen était beaucoup plus habité qu'il ne l'est actuellement. C'était plus rural. C'était plus rural. Il y avait beaucoup de petits métiers en forêt. Bon, il y avait des charbonniers, des verriers, il y avait des cueilleurs de plantes médicinales, etc. Donc, mais là, je reviens sur la vie de ces travailleurs. La nourriture, par exemple, la vie quotidienne, vous en parlez. Oui, parce que la nourriture. Par déduction. Voilà. Alors, ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est le choc des cultures. Puisque ce sont des Arabes qui ne mangent pas comme nous, ne croient pas comme nous. Oui, ils ont leur religion. Ils ont leur religion. Et donc, les interdits de leur religion alimentaire. Les interdits de leur religion. Parce que j'ai choisi 2 batailles, pour revenir un peu sur leur passé, 2 batailles de la conquête. Et la bataille alors il y a eu plusieurs batailles, j'en ai choisi 2. Une qui était favorable aux Français et une qui était favorable aux troupes de l'émir Abdelkader. La bataille de Mazagran et la bataille de Lamakta. La bataille de Mazagran était favorable aux Français et pendant cette bataille, les soldats français érigeaient à la pointe de leur fusil des morceaux de porc pour titiller les soldats d'Abdelkader. Tout ça, vous l'avez trouvé dans les documents. Dans les recherches que j'ai faites. Oui. Alors, donc, il s'appelle Mohamed, le héros de ce livre, qui croit vraiment à la réussite de son évasion. Oui. Et donc, ça le maintient, en vie. Il faut croire en quelque chose pour pouvoir supporter une épreuve pareille. Hein. Et il va chercher quand même des collègues qui l'aideraient dans cette... Voilà. Et ensuite, par le hasard, des complicités dans l'arrière-pays languedocien.
On peut dire que c'est un roman historique, Claude Diaz, ce livre, L'espoir des vaincus. Oui, c'est un roman historique. Fait historique. Oui. Il a été classé dans la collection romans historiques du 19e siècle, chez l'Harmattan. Alors, la rampe des Bédouins à Sète, c'est donc un lieu qui a été construit par ces soldats d'Abdelkader en 1845. 1845, à la conquête. Voilà, c'était pour dégager le port de Sète et pour relier à Agde. Alors on va donc suivre ce personnage qui a l'espoir. L'espoir des vaincus, c'est de s'échapper et de rejoindre l'Algérie, en fait. Oui, il espère prendre un bateau, s'échapper et trouver un bateau qui l'amènera dans son pays. Oui, parce que l'espoir, ils sont vaincus, ils ont perdu la conquête, malgré l'opposition farouche d'Abdelkader, qui est un personnage assez intéressant. Qui devait enflammer ses troupes. Ah oui. C'est un personnage dichotomique. Il avait, pendant la conquête de l'Algérie, il s'est opposé véritablement. Il menait le djihad avec les Français. C'est là où on utilise. C'est un mot qu'on utilisait à ce moment-là. Oui. On menait le djihad, c'est-à-dire contre les non-croyants, les non-musulmans. Et donc, après, lorsqu'il a été fait prisonnier, il est devenu un grand ami de la France. Et il a terminé sa vie parce qu'il voulait aller au Moyen-Orient. Et il a sauvé des chrétiens au Moyen-Orient. De nombreux chrétiens qui allaient être exécutés. Et donc, il est devenu un très grand ami de la France. Alors, je suppose que des livres existent sur ce personnage pour découvrir cette figure. Voilà, c'est le fils de marabout. Et donc, qui est devenu émir, Abdelkader, et qui faisait partie de la noblesse. Et c'est une image que ce prisonnier garde dans sa tête, cette espèce de chef qu'il a laissé en Algérie. Voilà, c'est un chef emblématique et qui le maintient en vie. Alors, il va réussir à s'échapper ? Alors, on ne sait pas, parce que j'ai laissé... Ça, c'est la fiction. La fiction, oui. J'ai laissé quand même la porte ouverte. Je ne veux pas dévoiler ce qu'il se passera. On peut supposer que certains, puisqu'ils faisaient des travaux à l'extérieur, ils ont pu peut-être... Échapper dans... Je n'avais pas compris votre question. C'était échapper, je pensais arriver en Algérie. Échapper du fort. Oui, de Sète. Oui, là, il pouvait s'échapper. Et il s'est échappé du fort, des deux forts, le fort Saint-Pierre et l'autre. Alors, il va arriver dans la garrigue avec son compagnon. Et il y a des belles histoires d'amitié, finalement, de tolérance. Là, voilà. Il faut dire que les gens, à l'époque, étaient les ruraux. Il y a eu Ils n'avaient pas d'a priori par rapport aux musulmans, par rapport... Non, il n'y avait pas. Et en plus, ils étaient un petit peu, les gens de la campagne étaient un peu rebelles au pouvoir central. Et là, on a une confrontation entre des gens qui parlaient occitan, des gradés qui parlaient français et ces prisonniers qui parlaient donc algérien. Enfin, le mot Algérie à la conquête n'existait pas. C'était un territoire ottoman. Oui, mais ils ne parlaient pas français. Ils ne parlaient pas français. Appris. Et beaucoup de Français ne parlaient pas français non plus, puisqu'ils parlaient occitan. Oui, donc il y a une confrontation des langues et il y a une confrontation également des cultures. C'est des cultures, de la nourriture. Donc là, ce qui vous a intéressé, c'est de montrer la vie rurale au 19e siècle, à cette époque-là. Voilà, oui, j'aime bien montrer la vie rurale. J'étais prof de biologie et d'écologie en lycée agricole. Donc, j'ai enseigné 35 ans en lycée agricole, donc la vie rurale m'intéresse beaucoup. Et ça a beaucoup changé.
Ça a beaucoup changé, oui. Région aux alentours de Sète. Oui, il est au bord sur le littoral, il y avait beaucoup d'endroits marécageux qui sont restés marécageux jusqu'à l'arrivée des Pieds Noirs en 1962. Il y avait des régions, la construction s'est amplifiée à partir de cette époque-là dans certains endroits. Alors ces deux fugitifs vont être accueillis par des charbonniers, des bûcherons, des gens qui vivent dans la forêt, qui vivent un peu en marge. Voilà, et qui sont un peu, disons, rétifs à l'ordre central. Mais ils travaillent ensemble et ça va bien se passer. Ils travaillent ensemble parce que les soldats d'Abdelkader travaillaient aussi à la campagne. C'était aussi des pauvres gens, comme les Français qui les ont accueillis, comme les bûcherons. Voilà, il y a une solidarité qui va jouer et ils vont arriver à se rapprocher du port de Sète pour trouver un bateau. Voilà. Alors ensuite, il y a le réseau des connaissances qui va jouer et ils vont se rapprocher du port de Sète. Voilà, on ne va pas donner peut-être la fin de l'histoire parce qu'il faut aller trouver ce livre, L'espoir des vaincus de Claude Diaz chez l'Harmattan. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. C'est leurs chansons qui rendent gais, qui rendent tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Voilà, les poètes chantés dans cette chanson, toujours choisis par Claude Diaz sur RCF Pays d'Aude, va nous amener à parler de notre genre littéraire chez cet auteur, puisqu'il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle « De miel et de bigarade ». Claude Diaz, en fait, c'est votre premier travail d'écriture, la poésie. Voilà, j'ai écrit depuis ma, disons, 16 ans, 15-16 ans, donc depuis très longtemps. Alors, ça s'appelle De miel et de bigarade. On retrouve un peu l'idée du sucré-salé du premier livre. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Disons que le miel symbolise un peu, j'ai fait un regroupement de poèmes, le miel symbolise un peu les poèmes qui sont heureux, disons. Et la bigarade... il y a un peu d'amertume. Voilà. C'est l'orange amère. Voilà, c'est l'orange amère qui a été découverte près de Benissave d'ailleurs. Oui, qui vous rappelle votre pays. Voilà, et aussi où je pointe par des poèmes des problèmes d'environnement, de société, etc. Parce que il y a plusieurs thèmes dans ce recueil. Hein. Oui, il y a toujours ce retour à l'enfance, à l'Algérie, mais aussi ce que vous avez découvert par votre métier de prof. Voilà, l'environnement, puisque l'environnement est malmené. Oui. Notre planète. La beauté de la nature. On va écouter un poème sur cette enfance. Enfance bénie, safienne, il y a une photo en face. C'est vous-même oui. Sur le littoral. Sur une plage de Benissaf. Une enfance bénissafienne. Je viens vous chuchoter un temps déjà dépassé. Je viens vous chuchoter un été éclaté, un jour oublié de juin où se sont écartés nos chemins. Je viens vous chuchoter nos culottes courtes élimées par nos descentes à nul autre pareil des escaliers d'une cité écrasée de soleil. Je viens vous chuchoter nos jeux d'enfants débridés dans un ravin poussiéreux et sauvage où nos courses nous laissaient en nage. Je viens vous chuchoter un ciel bleu d'azur, embrasé ou scintillé dans le vent, nos 1001 cerfs-volants. Je viens vous chuchoter un port et ses chalutiers, une falaise dressée tel un balcon et le manège de ses bateaux à l'horizon. Je viens vous chuchoter un petit train sans minerai, sorti des entrailles de la terre, là où trimèrent nos pères et nos grands-pères. Je viens vous chuchoter un temps déjà dépassé. Voilà donc un extrait de Miel, parce que c'est quand même une image qui est souriante de votre enfance. Oui. Et on va trouver quand même des poèmes beaucoup plus durs. Il y en a un sur Sans domicile fixe, par exemple, ou sur les migrants, sur Tchernobyl. Tout ça, c'est quand même... c'est difficile d'écrire de la poésie sur des sujets comme ça. Oui, c'est difficile. Mais je pense que la poésie peut montrer ses griffes. Hein. C'est une autre façon d'exposer des sentiments, d'exposer des idées. Alors, on va finir cette émission par une dernière lecture. Oui, il s'agit d'un hommage à un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Albert Camus. Et donc, le titre est « À toi, Albert ». Les yeux brillants, le teint hâlé, Tipaza et Djemila à tes pieds, tu célébrais le mariage merveilleux de la pierre et du soleil de feu, du parfum des fleurs sauvages et la sublime beauté des paysages. Tu as appris à retrousser les manches, à découvrir et à aimer la vie. C'était le pays que tu avais tant chéri. Toi, l'enfant fragile, l'orphelin, d'un père absent tu cherchais le chemin. Alger, Paris, Oslo, de ton Nobel tu portais le fardeau. Sartre, Beauvoir et Ribambelle, pour ta philosophie te cherchaient querelle. Sisyphe, la peste, l'homme révolté, de l'absurde tu nous as éclairés. Avec la Facel Vega, un jour tu es parti au carré des écrivains du paradis. Tu laissais derrière toi une serviette marbrée de boue et ton chef-d'œuvre, le premier homme au rendez-vous.
Merci Claude Diaz pour la présentation de tous vos livres que l'on peut retrouver chez L'Harmattan, alors de Miel et de Bigarade, et Demain tu pars en France, que nous avions auparavant présenté, et L'Espoir des vaincus. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.